Bonjour chers téléspectateurs d'Agri7, c'est Abibadou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format de vidéo un peu inhabituel. Nous allons interviewer M. Abdoul Aziz Guémé, qui voilà. M. Abdoul Aziz Guémé, à vous la parole. Oui, bonjour Abi. Je te remercie pour l'opportunité et tout en espérant qu'on pourra développer énormément de sujets, Inch'Allah. Merci M. Guémé. Alors, sans plus tarder, la question, nous allons demander qui est M. Abdoul Aziz Guémé. Ok, donc Abdoul Aziz Guémé, plus connu sous le nom d'Aziz, en tout cas pour les amis. Donc je suis un des responsables de Agri7 Group. Et je suis né, grandi au Sénégal, à Yeumbeul plus précisément. Et j'ai fait tout mon cursus primaire, collège et lycée, en tout cas, secondaire, dans la zone entre Malika et Thiaroye, en tout cas. Et jusqu'à l'obtention du bac. Et c'est alors que je suis parti à l'extérieur pour continuer des études en agronomie. Et voilà, en résumé, c'est ça. Alors, donc, vous avez suivi un parcours agronomique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette filière? Alors, il faut savoir déjà que l'amour pour l'agronomie, en tout cas, tout ce qui est agriculture et élevage, je l'ai eu dès très très jeune. Je me rappelle encore quand j'avais 5-6 ans. En tout cas, chez nous, à la maison, je faisais tous les week-ends où je sortais souvent pour voir dans les bâtiments qui sont en construction où ils poussent quelques végétaux. Je les enlevais, je les ramenais à la maison à chaque fois pour essayer de les repiquer. Et à chaque fois qu'ils mouraient, j'allais retourner tout le temps. Et la famille me disait, toi, tu n'es pas fatigué à chaque fois aller retourner ramener. Mais je ne comprenais pas pourquoi ils mouraient. Et c'était pareil aussi pour les animaux. Parfois, j'élevais des petits lapins par-ci, par-là. Donc après, plus tard, à l'adolescence, j'ai commencé à intégrer quelques associations au niveau du quartier où on a milité plus ou moins pour le reboisement, les périodes de set-setal comme on fait ici, en tout cas à Dakar. Et une fois arrivé au collège, nous avons eu à reboiser le CEM Yeumbeul 2 avec quelques amis, mais quelques petites arbres en tout cas. Et c'est plutôt au lycée que vraiment cette orientation a été plus concrétisée parce qu'au niveau du lycée, pour ceux qui connaissent le lycée de Thiaroye, on va dire quasi presque toutes les arbres ombragés, les arbres qui sont au niveau des allées, au niveau de la direction, c'est nous qui les avons faites et c'était sous ma, on va dire, tutelle parce qu'à l'époque j'étais le président du club de sciences pendant quasi presque 2 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans. 2 ans, ouais. Et du coup, on allait au niveau de Mbao, des gels de Mbao, et on demandait à avoir des arbres qu'on venait reboiser parce que voilà, on aimait ça. Durant les heures de pause, en tout cas entre 13h, quand les autres étaient en pause, en train tranquillement, nous on était sous le soleil en train d'arroser les plantes. Et parfois même les samedis, quand on savait que il fallait revenir pour arroser les plantes, on quittait la maison. Et on faisait genre comme si on allait étudier, parce qu'on n'osait pas dire ça aux parents qu'on allait juste pour arroser des plantes et revenir. On faisait genre comme si on allait étudier au lycée, et réviser, et c'était juste pour arroser les plantes du lycée. Et aussi on a pu mettre, durant ces années, on a pu mettre en place un potager, juste derrière le lycée, enfin dans l'enceinte du lycée, mais derrière les bâtiments. Et dans ce potager, on cultivait des légumes, salades, laitues, menthes, poivrons, tomates et tout. Et à chaque fois qu'on récoltait, on prenait une partie qu'on revendait aux surveillantes qui étaient très contentes d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'est né un petit peu cet amour jusqu'à ce que je sois parti en France et par rapport à tous ces nombreux voyages que j'ai dû faire en tout cas. D'accord, donc on voit un jeune ambitieux qui aime l'agriculture, curieux, faisant aussi un coucou aux élèves du lycée de Thiaroye. Donc vous avez fait une partie de vos études aussi à l'étranger, plus précisément en France. Et vous avez eu à voyager un peu partout. Pouvez-vous nous en parler plus? Oui, donc alors quand je suis arrivé, j'ai quitté après juste le bac, fraîchement. Je suis parti quelques mois après. Et arrivé, j'ai été dans une école où on nous a formés, en tout cas. C'est une école agricole, mais on était formés dans la stratégie agricole, de l'entreprise agricole, c'est-à-dire tout ce qui est gestion, management de l'entreprise agricole. Et on a été formés d'abord dans ça, plus axé plus ou moins sur la gestion d'une entreprise agricole qui fait polyculture élevage.
c'est-à-dire de la culture et de l'élevage. Et il fallait comprendre comment ça se passait parce que c'était une agriculture différente de celle qu'on faisait ici. Et après cela, on a eu à bouger beaucoup parce que dans la politique, en tout cas agricole française, en tout cas, certaines formations typiques pure souche, on cherche vraiment à ce que l'étudiant voyage beaucoup. Et c'est ça qui nous a permis de beaucoup voyager, faire beaucoup de pays, toute la France d'ailleurs, et faire des pays comme l'Inde pour les études. Et voilà, et bouger un peu partout pour aller voir ce qui se fait ailleurs et revenir. Donc après cela, j'ai eu, après l'année où j'ai fait la formation en gestion de l'entreprise, stratégie de l'entreprise agricole, j'ai eu à faire un autre BTS en tout cas, pure et durement agronomie. Voilà, parce que là-bas, on quittait un petit peu tout ce qui était stratégie, les réflexions à faire pour mener bien une entreprise agricole. Et là, on passe sur de l'agronomie pure et dure. Et donc, c'était vraiment dans des patelins, dans des villages bien reculés de la France. Ensuite, après ça, j'ai intégré l'université où j'ai fini mon cycle Ing en tant que spécialisé en agriculture durable, en tout cas, en production végétale. Donc en résumé, c'est ça le parcours, en tout cas en France, des études. En Inde, c'était aussi toujours les études qui nous ont ramenés là-bas. J'étais à Uttarakhand, dans l'une des plus grandes universités, on appelle ça Djibouti University, dans l'une des plus grandes universités agricoles de l'Inde. Ouais, c'était une très grande université. Et, on a été là-bas pour découvrir déjà une partie de la culture, mais découvrir l'agriculture. Et du coup, j'ai eu à faire Delhi, le Taj Mahal. J'ai pas pu visiter, à part Mumbai, où j'ai pas eu le temps de visiter, mais quasi presque on a beaucoup fait des zones de l'Inde qu'on a visité. Et dans cette université aussi, on a beaucoup appris parce qu'on était quasi presque avec des doctorants. Et juste pour dire qu'en fait, en Inde, ils sont très avancés. Donc nous, la mission qu'on avait là-bas, en tout cas durant ce séjour là-bas, c'était pour aller voir les agriculteurs des Himalayas. Alors, ces agriculteurs des Himalayas, c'est des gens qui sont logés dans les montagnes des Himalayas, quand on parle de l'Himalaya. Et, ouais. Et donc, du coup, pour arriver à cette zone, il fallait quasi presque 2 heures de voiture. Donc, il fallait qu'on voit avec eux quelles sont les perspectives de réflexion sur des agricultures plus durables, comment gérer en tout cas l'eau, parce que vu que ça ruisselle et tout, et puis comment trouver aussi des méthodes énergétiques tout en utilisant parfois la méthanisation et tout, pour pouvoir capter de l'énergie, parce que c'était assez difficile dans ces zones d'avoir de l'énergie parfois. Et il y avait même une université qui était logée dans ces Himalayas. Donc, ils sont bien en avance aussi. Ouais. En résumé, c'est à peu près ça le parcours rapide des étudiantines en tout cas que j'ai eu à faire. Un parcours riche en tout cas. Comment trouvez-vous l'agriculture dans ces milieux ailleurs, par exemple en France que vous avez eu à visiter, en Inde et par rapport à ce qu'on fait ici au Sénégal? Alors très différent. Donc c'est 2 mondes assez différents, même si ça reste toujours de l'agriculture en tout cas. Je trouve que en tout cas en Europe, plus précisément en France, ils sont bien en avance par rapport à nous. Sur les deux domaines, c'est-à-dire si je dis ici les 2 domaines, c'est tant sur le plan agriculture intensive que sur le plan agriculture durable. Donc ils sont bien en avance et au niveau de la documentation aussi, c'est pareil, on retrouve plus facilement de la documentation des recherches qui sont faites. Pour la petite histoire, il faut savoir que l'Europe, vers les années 50, après juste la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était un peu quasi presque écrasée et tout, avec la guerre mondiale. Donc c'est là qu'ils ont eu à avoir ces regains de politique agricole pour se lancer énormément vers les terres cultivables, etc., et faire de très grandes exploitations, pousser les gens à beaucoup cultiver pour pouvoir nourrir leur population. Et c'est de là qu'est parti l'essor de la révolution, en tout cas agricole, européenne. Et depuis, ça reste une agriculture assez capitaliste et assez grande. Donc pour des fermes en moyenne qui tournent autour de 100 hectares, 200 hectares. Et pour notre tuteur qui te dit qu'il a 100 hectares, en tout cas pour ceux qui sont des céréaliers, ils considèrent que c'est une petite exploitation en fait. Ils auront 300 hectares qui sont souvent gérés par 2 personnes, un couple ou voilà. Ouais, très différent. Très différent de nous, nos 10 hectares en moyenne qu'on a ici, 50 hectares. Et c'est 200, 300 hectares. Sachant qu'aussi, ils ont des cheptels, de très grands cheptels. Et le matériel, c'est différent aussi au niveau du Sénégal parce que pour un agriculteur lambda, tu peux avoir ton tracteur, la machine à ensilage et tout.
et un grand stabut, c'est-à-dire là où on met les animaux et tout, et aussi avoir une salle de traite. C'est-à-dire une salle de traite avec au moins 3 postes, avec au moins 8 postes minimum parfois. Donc tu rentres 8 par 8 animaux qui vont être traits. Donc même si tu avais 200 bêtes, tu peux les traire en moins d'1 heure. Alors que ce n'est pas le cas chez nous ici. Nous on est encore avec la traite, vers le Dara, vers les ranchs de Doli de Dara. Bon, il y a encore des machines à traite, mais ce n'est pas encore assez. Si on veut vraiment aller vers cette option de rapidité, de gestion, d'optimisation en tout cas de l'agriculture, il faut mettre les moyens. Donc ça, c'est l'agriculture française. Après, il y a aussi le côté sombre, plus ou moins de l'agriculture française, qui est que parfois, ils sont lancés vraiment dans la mécanisation à fond, qu'aujourd'hui, on les a laissés avec les banques. Et qui dit banque, dit des capitalistes à fond. Voilà, donc parfois ils peuvent acheter des machines qui coûtent plus de 300 000 euros, des milliers d'euros en tout cas, et qu'après pour rembourser ça, parfois c'était pas terrible. Et voilà, parfois même, surtout la crise laitière, ils produisent beaucoup sans pouvoir y vendre, ou bien ils produisent pour vendre très peu parce que tellement du lait, il y en a à gogo et tout. Donc ça, c'est des choses dont nous, on n'est pas encore arrivé à cela. Je sais qu'on a beaucoup d'écart, mais moi je trouve que cet écart peut être vu de manière très positive. C'est-à-dire cet écart peut nous permettre, nous, d'avoir un recul par rapport aux aspects négatifs qu'on peut voir, les limites qu'on peut voir de l'agriculture en tout cas, et nous permettre à nous de nous préparer pour avoir une autre fenêtre de tir. Parce que tout n'est pas bien dans leur agriculture à faire. Maintenant, quand il s'agit de l'Inde, ça aussi c'est un autre paramètre parce qu'eux aussi ils sont très évolués en agriculture. Je dirais même, bon, si j'aurais dit que l'agriculture indienne, niveau recherche, est plus évoluée que celui français. Ah ouais. Ouais, ils sont très dans la recherche. Même si peut-être c'est pas très vite, mais de vivre, tu sais ça rigole pas dans la recherche. Après, c'est peut-être que la manière dont la société indienne est configurée, parce que c'est une société où il y a beaucoup de monde. Donc, pour s'en sortir, il faut faire partie de l'élite. Et donc, moi, quand j'y étais, je ne connaissais pas des étudiants qui n'étaient pas doctorants. Quasi presque tous les étudiants dont je voyais, ils me disaient qu'ils étaient doctorants et qu'il fallait avoir au moins le doctorat pour penser pouvoir avoir un travail après. Et donc, forcément, qui dit des doctorats dit beaucoup de recherche dans le domaine. Voilà, ils ont aussi une vision de l'agriculture un petit peu très spirituelle. C'est-à-dire, eux, ils voient l'agriculture, surtout encore le côté élevage, d'une manière très spirituelle. Parce que l'Inde, la moralité derrière, ils voient la nature comme un prolongement de Dieu, et les animaux, les bêtes, comme des prolongements de Dieu. Donc, ils ont une approche très spirituelle. Pour la petite histoire, quand j'y étais, vu qu'eux, ils mangent pas les animaux, en tout cas les bœufs, ils utilisaient plus des buffalo à la place, c'est-à-dire les buffles. Les buffles. Ils utilisaient plus les buffles pour traire le lait. Mais quand on leur demandait, avec toute la richesse que vous avez, pourquoi vous ne voulez pas mettre des machines à traire? Ils disaient en fait, ils n'avaient pas cette vision de prendre des machines, les brancher sur des bœufs. Pour eux, spirituellement, c'est pas moral, c'est amoral quoi. Donc ils ont plus cette approche morale, spirituelle de l'agriculture, mais beaucoup dans la recherche, ils sont très avancés dans la recherche, dans tous les plans de l'agriculture, végétale comme animale. Donc eux aussi, on est à des années-lumière avec eux, même si on a quasi presque le même climat. L'Inde et le Sénégal, c'est quasi presque le même climat. Il fait hyper chaud et ils ont 3 ou 4 mois de pluie, mais ils arrivent à gérer toute cette eau pour que ça puisse être revalorisé au niveau de l'agriculture. Donc deux systèmes quasi presque très contrastés, que ce soit de l'Inde, en Afrique et en France. Moi je dirais plutôt, si on devait se référencier, j'aurais tendance plutôt à regarder du côté de l'Inde. Parce que la France, on n'a pas les mêmes microclimats. Et l'Inde, on se rapproche beaucoup. On a 2 microclimats qui se rapprochent beaucoup. Ouais. Donc, ce qui nous montre 2 types de cultures très contrastés, mais qui nous donnent des pistes pour améliorer notre agriculture, qui est encore très familiale, etc. Monsieur Diémé, on vous voit faire des tutos et donner des conseils sur les réseaux sociaux, bien sûr les plateformes web, depuis bientôt 5 à 6 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer ces outils, ce monde-là? Alors, c'était toujours un rapport avec mes voyages, en tout cas, que j'ai eu à faire.
Donc il m'est arrivé une fois, je devais aller au Costa Rica, toujours pour les besoins des études en tout cas. J'ai dit une fois niet à l'école, à l'administration de l'école, je me suis un peu rebellé. Je leur ai dit j'ai plus besoin d'aller voir ce qui se fait dans mon pays que d'aller voir ce qui se fait dans d'autres pays. C'est intéressant, mais je voyage, mais à un moment donné, il va falloir que je fasse un stop pour aller voir ce qui se fait au pays. C'était juste des stages de découverte. Et donc du coup, je suis venu au Sénégal, au centre de Cambérène, pour faire de la découverte, voir ce qui se fait. Et j'avais quelques contacts aussi vers Mbour, Niani, que je devais visiter des gens, des expatriés parfois, des Sénégalais qui étaient là pour aller les voir ce qu'ils font. Bon, durant ce séjour, j'ai eu à voir des étudiants qui voulaient apprendre. Et je ne dirais pas ça de manière péjorative, mais des professeurs qui n'allaient pas vraiment très dans la profondeur. Donc une fois, j'ai assisté à un cours où le prof expliquait aux élèves le compostage, les techniques de compostage. Il leur disait qu'il fallait mettre ceci, qu'il fallait mettre ceci. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne leur dis pas pourquoi qu'il faut mettre ça? Voilà, il me disait qu'il fallait mettre un peu d'urée, des feuilles vertes, machin, et à temps, mais pourquoi qu'il fallait faire ça? Il faut qu'ils comprennent cela. Donc, et j'ai vu alors que les étudiants commençaient à poser beaucoup de ces questions, les pourquoi de cela. Et je les ai dit, bon, les profs, ils en ont certes, mais si vous ne leur demandez pas et que vous ne les poussez pas trop dans le retranchement, ils ne vont pas vous donner tout cela. Ouais. Et c'est alors que j'ai vu qu'en fait, ce serait très intéressant que je puisse parfois partager cette partie de connaissances que j'ai en moi. Et parce que moi, je suis un agronome pure souche, mais j'aimais trop l'éthique. Tout ce qui est outils de télécommunication et tout, j'ai toujours bougé à aimer avoir la curiosité là-dedans. Je me suis dit, bon, peut-être je pourrais faire cette synchronisation des deux et pouvoir faire quelque chose de concret. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Au début, j'ai déjà d'abord ouvert un groupe WhatsApp où on était quasi presque 300 personnes, où il y avait des étudiants sénégalais la plupart du temps. Je crois que je devais être l'un des rares ou quelques-uns étudiants étrangers, en tout cas en Europe, il n'y avait pas beaucoup. Donc on échangeait, on prenait des thèmes, on discutait de ces thèmes et voilà. Et puis on donnait des conseils aux agriculteurs. Par exemple, on se disait ce week-end, Aziz va prendre le thème du sol, en amont jusqu'en aval. Et on commençait, si on ne finissait pas, on s'arrêtait. Et ça, c'était vraiment quelque chose de parlant. Petit à petit, j'ai eu à m'installer vraiment concrètement sur les vidéos tutos en me disant que aussi c'est plus impactant parce que parfois tu pouvais faire un cours WhatsApp mais des gens pouvaient te venir et te demander des questions par-ci par-là et c'était aussi l'occasion de pouvoir partager encore. J'ai toujours kiffé ça, partager en tout cas la connaissance agricole parce que c'est un milieu qui me plaît, que j'ai toujours eu l'amour et voilà, c'est parti de là en tout cas. Et j'ai commencé à faire petit à petit des petits tutos où j'expliquais ce que je savais. Et les gens me posaient des questions, je relançais par-ci par-là. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis j'ai trouvé en tout cas une niche qui n'était pas très très valorisée. Au début, il y avait des gens qui, comme Suleiman Agne et d'autres, ils faisaient des petits tutos et tout. Ouais. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de monde qui le faisait. Donc du coup, je me suis intéressé dans ça. Et j'ai commencé à partager avec ça et puis partager d'autres connaissances telles que l'entrepreneuriat où je ne l'ai pas dit peut-être dans mon truc mais je suis aussi diplômé dans ce sens-là aussi. Voilà. D'accord, donc on voit que vous aimez partager la connaissance. On voit aussi une fibre entrepreneuriale qui vous suit depuis l'enfance. Et vous avez tout à l'heure mentionné que vous avez un diplôme en entrepreneuriat et Agricen Group également que vous gérez en équipe. Pouvez-vous plus nous parler de l'entrepreneuriat et de Agricen Group? Alors l'entrepreneuriat, avant même de partir en France, j'avais un ami, Touré, avec qui on partageait beaucoup. Lui il avait plus une approche agroalimentaire, tout ce qui est transformation ça le touchait. Et moi j'avais plutôt une approche pollution. Agriculture, élevage. Et pour la petite histoire, parfois on discutait avant de partir, on se faisait des ateliers de travail étant très jeune. Et là, c'était encore le lycée. On se faisait des ateliers de travail durant nos années de première avant la terminale. Et ils venaient parfois chez moi
On se faisait des séances de travail, mais vraiment comme si on était des entrepreneurs, mais mornés qui connaissaient des choses, mais rien du tout. On faisait des chiffres, on faisait des calculs, on allait chercher par-ci, par-là des documents. Sans aucune formation? Sans aucune formation. On voulait coûte que coûte faire quelque chose en tout cas. Et parfois j'allais chez lui, on se faisait des ateliers comme ça pendant plusieurs mois. Tous les week-ends, quand on avait du temps, il venait chez moi. Et un jour, mon père il nous entendait. À un moment donné, on a calculé, on est tombé sur une somme de 30 millions et on criait, waouh, si on passe un anniversaire sur ça. Ouais. Et du coup, le vieux est venu nous dire, vous êtes malade d'être homme comme ça, là, vous pensez vous allez les avoir où là? Mais nous, on n'a pas perdu cette envie. C'est toujours resté en nous. Et c'est alors quand je suis parti pareil, durant mes années Inge, donc j'ai eu parallèlement, durant mes études, à passer un diplôme entrepreneurial. Donc ce diplôme, c'était un diplôme qui regroupait plusieurs gens parce que la France était partie jusqu'à un moment donné, ils ont voulu faire une politique qui, pour aider les jeunes à entreprendre, parce que plus d'entrepreneurs, forcément, plus de gens qui vont peut-être potentiellement employer du monde et donc résorber une partie du chômage. Donc il y a eu des programmes comme ça, qu'on appelle un programme Pépite en tout cas. Donc en tout cas au nord de la France, on a été plusieurs à participer à ce programme et finalement on a été 8 à être diplômés, sur tout le nord de la France en tout cas. Et je faisais partie de ces 8. Et l'objectif c'était pour que je puisse créer, à l'issue de ça, c'était pour pouvoir créer une boîte, en tout cas une entreprise en France. En France? Ouais. Okay. Et donc moi j'ai refusé à la fin. J'ai été diplômé, ils m'ont demandé, je dis non, je ne veux pas créer ici, je ne me sens pas, parce que je dis en fait, durant les études entrepreneuriales, il y a la partie où il y a tout le temps ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet. Si ton projet n'est pas en adéquation avec toi, tes aspirations futures, il faut oublier. Et pareil, si toi, tes adéquations ou bien tes valeurs ne se retrouvent pas dans ton projet, il faut oublier en fait. Ton projet doit refléter la personne qui le pilote en fait. Et donc moi je ne me voyais pas rester là-bas pour entreprendre. Donc c'était pas la première fois qu'on me proposait ça. Une fois un ami agriculteur m'a proposé de reprendre sa ferme. Une ferme qui faisait quasi presque plus de 200 hectares. Et pourquoi vous refusez? J'ai refusé. Parce que déjà je lui ai posé la question, tes enfants? Il m'a dit tous ses enfants. Il y avait 3 enfants, 2 filles et un garçon. Anna, une de mes amies, une de ses filles était une de mes potes. Elle était plutôt dans l'optique de faire de la médecine. L'autre était plutôt de faire une formation qu'on appelle dégustateur de vin, des trucs comme ça. Et l'autre était électricien, le garçon était électricien. Il ne voulait pas reprendre. Alors que Philippe, mon ami là, je te dis, il m'aimait beaucoup. Je passais beaucoup de temps dans sa ferme. Moi, je préférais, limite quand j'avais des vacances scolaires, ne pas traîner comme ça et aller dans sa ferme. C'est là où j'ai passé toutes mes vacances scolaires et pour revenir. Donc du coup, un jour, il me dit, mes enfants, il n'y a personne qui veut reprendre sa ferme. Est-ce que tu veux reprendre celui-là? Je lui ai dit non, je ne suis pas intéressé, j'ai mon projet et je veux coûte que coûte un de ces 4 un jour aller au Sénégal et m'installer. Tout ce dont que je vois ici, que vous faites ici, là, je veux le faire au Sénégal en tout cas. Ouais. Et moi, c'était ça qui me motivait parce que je ne trouvais pas qu'il y avait... Moralement, je ne me voyais pas rester, je n'avais pas des ambitions à rester en Europe internellement, mais aussi je ne trouvais pas l'intérêt de rester là-bas pour créer, parce que tout est déjà fait, ils sont très en avance déjà. Donc c'est alors que je réfléchis avec ce projet Agricen. Au début, nous avons créé la boîte, mais officiellement, elle n'était pas encore là. C'est pour ça la boîte, officiellement, pour voir que il y a quasi presque 5 ans d'existence, mais au Sénégal, concrètement, c'est quasi presque 2 ans d'existence qu'on a là. Donc c'est pour ça parfois les gens peuvent penser qu'on est un peu, on est là depuis très longtemps, mais on n'est pas là depuis très longtemps. J'étais là, mais à distance très longtemps. Et donc on a créé la boîte et j'ai commencé petit à petit à trouver des petits lopins de terre avec mes associés en tout cas, et pour commencer petit à petit à faire une approche de ce que nous voyons, de ce que l'agriculture doit être. Pour ça on n'est pas très pressé parce que concrètement sur la pratique on est là que depuis 2 ans ou 1 an et demi. Et sur la théorie, on est là depuis longtemps. Donc l'entrepreneuriat est aussi pareil. Il y a une différence de ce que j'ai appris de l'entrepreneuriat, en tout cas des moyens de l'environnement qui est là-bas par rapport à celui qui est ici. Déjà qu'il faut arriver dans un milieu où, socialement parlant, le Sénégalais de base c'est quelqu'un qui entreprend, mais est-ce qu'il maîtrise tous les volets de l'environnement qui l'entoure pour pouvoir faire bien? Parce que nos mamans, on a tous grandi dans des familles où les mamans faisaient de petites activités. Donc c'est de l'entrepreneuriat. Les jeunes, parfois, surtout les filles, au niveau dans les écoles, on voyait parfois ils achetaient des petits trucs, des petits foulards et tout.
qui le revendaient. Ouais. Donc c'était de l'entrepreneuriat. Maintenant, maîtriser ça à plus grande échelle, dans les règles de l'art, c'était ça qui différenciait. Et voilà, en gros, c'est ça qui m'a aussi poussé à partager ce côté de l'entrepreneuriat. Et souvent dans les séminaires que j'organise, j'essaie de partager les deux. La connaissance pratique et la connaissance entrepreneuriale, et leur dire qu'en fait les deux vont vous donner une force qui va permettre de mener à bien toute entreprise agricole. Maintenant après, est-ce qu'au niveau des politiques agricoles, est-ce que ça suit? Est-ce que parfois on voit des gens qui nous vendent du rêve dans le milieu agricole, surtout les gens du continent? J'aime bien les taquiner, nos frères du continent. On vous salue, les Congolais, les Camerounais. Voilà, on les salue. Je vois plein de gens qui, entre eux, ils viennent te dire ouais, avec cette culture, tu peux te faire 30 millions, 10 millions. Mais en fait, concrètement, c'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. L'agriculture est un milieu assez spécifique à entreprendre. Aujourd'hui, une personne peut acheter des sacs. Bon, les revendre dans le temps, pas du tout pressé. Mais tu fais une culture. De la pépinière à la récolte, tu ne peux pas continuer à garder la culture éternellement. Même si tu faisais que des semences, tu ne peux pas les garder plus de 6 ans, 10 ans. Tu es obligé à un moment donné de les écouler. Et c'est là où intervient le stress. Si tu n'as pas anticipé sur le marché, tu n'as pas anticipé sur l'environnement. Et même anticiper sur le marché ne te donnera pas forcément la raison ou bien quelque chose de concret. Je viendrai, il y a une petite histoire au niveau de notre petite ferme là-bas expérimentale que je t'expliquerai plus tard. Mais en gros, c'est la partie que je trouve un petit peu désolante parce que on n'est pas sans savoir que nous, en agriculture, on travaille avec du monde vivant. Le vivant, ce n'est pas quelque chose qui peut se maîtriser totalement. Tu peux avoir une approche très proche, scientifique, mais ça ne le maîtrise pas. C'est comme dire qu'aujourd'hui, j'ai une vache, elle va produire tous les jours 10 litres. Tu peux lui donner la même ration, mais parfois tu peux voir que ça peut fluctuer. Donc c'est du vivant en fait. Il suffit qu'il y ait un petit stress, une petite maladie, quelque chose comme ça pour influer sur la productivité. Et donc forcément ça change les données. Donc si je vois des gens qui se permettent de dire que tu vas te faire 30 millions parce qu'ils vont calculer par exemple du poivron, tu dis sur un pied de poivron tu peux récupérer 6 à 12 poivrons et qu'un poivron fait 160 grammes. Ensuite tu calcules chaque pied 660 grammes multiplié par le nombre de poivrons que tu peux récupérer. Si c'est 12 poivrons, tu multiplies, tu te dis en fait tu as le nombre de kilos. Au kilo, tu ventiles ça sur l'espace. Sur l'espace, tu dis en fait voilà, ça te sort 3 millions. Et maintenant sur ces 3 millions, tu dis voilà, ce sera 3 millions de vendus. Mais dans la réalité, tu commences la pépinière, tu peux avoir des fonds de semis, tu peux avoir des petits problèmes, tu peux avoir tout, c'est des pertes. Ils ne te disent pas ça. Tu reviens au niveau de la culture en elle-même. Tu commences à semer, tu peux avoir des attaques maladies fongiques par-ci, par-là, c'est des pertes. Ils ne te le disent pas. Tu viens durant la récolte. Tu récoltes une partie, même peut te pourrir. Ils ne te le disent pas. Tu récoltes, ensuite maintenant pour la vente. Le marché, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a les bananes qui ont leur lobby bien assis là. Donc pour vendre, tu ne peux pas vendre en te disant que le prix au kilo dans le marché du poivron est de 1000 francs ou truc comme ça. Tu ne vas pas vendre 1000 francs. Parce que les gens vont s'en sortir. Le banane, il va casser le prix ou bien le gars du marché. Donc tu peux arriver avec... Vous vendre ton kilo à 1000 francs ou 1000 et que tu trouves que le prix sur le marché est à 500 ou à 400. C'est ça. Et du coup, tu es obligé de vendre. Tu es obligé. Voilà. Il n'y a pas de moyen de Parce que c'est du vivant. Il n'y a pas beaucoup de moyens de conservation, ce qui en revient aux politiques aussi d'accompagnement ou bien à l'organisation des agriculteurs. Donc tu es obligé de vendre quelque part et même si c'est à perte, tu es obligé de vendre. C'est ce qui fait que parfois les gens vont te dire que l'agriculture, ce n'est pas aussi simple. Et aussi, ce n'est pas un milieu comme d'aucuns le pensent, surtout mes amis qui sont à l'extérieur, ils vont penser que bon, j'ai 5000 €, je vais me lancer dans l'agriculture. C'est un milieu où il faut, si tu veux vraiment faire de l'agriculture à grande échelle, c'est un milieu où tu dois mettre de l'argent, mais vraiment de l'argent pour en ressortir de l'argent. C'est pas venir en disant, comme tu dis, ouais, mais même avec 100 000 francs, tu peux démarrer. Mais les 100 000 francs, tu achètes des semences, tu achètes des engrais, qu'est-ce qui va te rester après? Et la productivité, il faut tenir ça sur la durée, minimum 4 mois. Comment tu vas gérer les salaires, les déplacements et tout. Donc on n'a pas vraiment, on ne donne pas le respect. En fait, je me dis que l'Afrique ou bien les jeunes entrepreneurs, pas tous en tout cas, ils ne donnent pas le respect qu'il faut à cette filière. C'est pas une filière qui, comme on dit, mambo maguette là. Tu viens, tu fais comme tu veux avec et tu réussis. Non, il faut respecter cette filière tout en ayant les craintes qu'il faut.
c'est pas gagné. C'est pour ça l'entrepreneuriat au Sénégal, en tout cas, c'est un peu difficile. Parce qu'il faut maîtriser son environnement. Socialement parlant, c'est différent. Et même parfois, pour avoir des données, des chiffres concrets, c'est compliqué. Et sachant qu'aussi, il faut que tu partes sur de la prévision. C'est compliqué parfois d'avoir des chiffres. Combien ils consomment en règle générale sur une zone? Tu n'as pas des données comme ça. Alors qu'en Europe, tu peux avoir facilement des données sur une zone, une commune, etc. Facilement aller demander des documents qui vont dire que cette commune ou bien cette zone, on consomme tant et ça. Donc ça, c'est des problèmes que je trouve un peu dans l'entrepreneuriat africain. Et il y a aussi le fait que c'est difficile parce que l'accès au financement n'est pas aussi gagné. Les banques, ils disent oui, ils vont financer, mais ils préfèrent financer des gens qui sont assez costauds déjà. Des boîtes qui sont déjà bien fixes. Donc, ce qui fait que les petits entrepreneurs ont du mal parfois à s'en sortir parce que te dire que tu vas aller avec 5 millions et tu vas réussir forcément après la première année que ces 5 millions, tu vas les récupérer pour retrouver ton bénéfice derrière, c'est compliqué. Avec tous les risques que je viens de citer là, c'est très compliqué de mettre 5 millions et les récupérer la même année. C'est ce que je repose souvent à certains des entrepreneurs qui viennent et qui vendent du rêve en disant tu peux avoir 90 millions, 10 millions, machin. Mais les charges à l'intérieur, ils ne savent même pas comment ça. Ils le savent, mais ils ne le disent pas. Et parfois, ça attire beaucoup de monde qui ne savent pas qu'en fait, il faut vraiment maîtriser la zone avant de se lancer. Donc ça, c'est un côté négatif que je trouve dans l'entrepreneuriat. Après aussi, il y a le manque d'accompagnement. Il y a le manque d'accompagnement dans le sens où je me dis, le gouvernement sénégalais, précisément, il y a plein de programmes. C'est bien beau en tout cas, mais je me dis en fait, si on doit donner à un agriculteur un petit 100 000 francs pour un jeune entrepreneur, un petit 100 000 francs pour qu'il entreprenne, bon, certes, peut-être l'économie du pays ne nous permet pas de donner peut-être un 30 millions et de suivre, c'est-à-dire de suivre le jeune, de lui dire il y a 30 millions qui sont là, mais tu ne vas pas les dépenser toute seule. C'est-à-dire tu vas laisser les besoins et c'est à l'État ou bien à la structure d'aller acheter ces produits, tous les besoins et de te suivre, de mettre un expert à ta disposition pour te suivre petit à petit, que de te laisser avec l'argent extra. Donc là, ça commence à parler. Quand on met quasi presque quelque chose de 10 millions, 20 millions, là ça parle parce qu'il faut mettre des puits, des forages, clôturer, acheter des matériels de production, gérer des salariés, gérer tout ça. Mais avec 100 000 francs, c'est pas possible. Même avec 1 million, tu peux pas gérer. C'est très difficile. Donc, mais bon, après, il faut faire avec le milieu. Donc ça aussi, c'est un côté que je trouve moyen. Après, il y a aussi la partie formation des agricultures, les milieux agricoles, comment c'est organisé, tout ça. Peut-être qu'on en reparlera. Mais en règle générale, l'entrepreneuriat sénégalais, ils sont en train de faire de bonnes choses. Il y a des pointures, des gens de référence. Tu peux citer des Tchornian, tu peux citer des Suleiman Agne, tu peux citer d'autres personnes de référence qui sont en train de faire de bonnes choses. Mais la seule chose que je reproche aux quelques-uns, pas tous le font, aux quelques-uns, c'est de ne pas vendre trop de rêves aux gens. Parce que ce n'est pas un milieu qui est gagné d'avance, ce n'est pas anodin en fait. Voilà. Donc, on a touché des problèmes du milieu agricole, de l'entrepreneuriat agricole au Sénégal. Vous qui existez depuis 2 ans, alors est-ce que le rêve de M. Guémé qui voulait revenir au Sénégal, instaurer son entreprise et sa vision également de l'agriculture, qui est peut-être quelque peu avancée avec tout ce que vous avez pu explorer et avoir comme expérience. Comment est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que les choses... Alors, il faut savoir que moi, ma vision de l'agriculture, c'est une agriculture déjà très orthodoxe, à mi-chemin avec une agriculture très intensive, mais très ancrée dans le terroir, très ancrée dans tout ce qui est protection de l'environnement. Et parfois, c'est un peu compliqué d'allier les deux. Ouais, on ne peut pas être dans le productivisme tout en voulant tout le temps préserver l'environnement. C'est très compliqué. C'est possible, mais il faut beaucoup de réflexion derrière. Alors, donc, moi, la vision concrète que j'ai de l'agriculture, c'est en fait les fermes d'avant. Moi, je suis plutôt dans l'agriculture d'avant qui doit être modernisée. Une ferme avant, tu retrouvais une partie mécanisation. Dans une structure agricole, une ferme agricole, tu pouvais retrouver des personnes qui faisaient ou bien l'agriculteur lui-même, qui faisait de la mécanique. Bricolage, réparer les machines, etc. Ça, c'était purement agricole. C'est aujourd'hui que c'est détaché, etc., qu'on trouve d'autres branches. Tu pouvais retrouver des gens qui faisaient que de la semence. C'est-à-dire, moi, en tout cas, ça c'est personnellement
propre à moi, le fait d'être tout le temps dépendant. Une femme agricole ne doit pas dépendre de l'extérieur. Elle doit être autonome et peut-être aller chercher ce qui lui manque de très peu d'or. Donc si une femme pour moi doit faire sa mécanique, doit faire ses semences, doit pouvoir faire ses traitements, tout ça elle-même et aller vendre. Sauf que ça, c'est une vision qui ne doit pas être créée du jour au lendemain. Donc maintenant par rapport à cela, où est-ce que nous en sommes? Donc au début on avait commencé à essayer de connaître un peu le milieu dans lequel on vivait. Et c'était faire plusieurs allers-retours, plusieurs voyages qu'on faisait pour venir voir comment ça se passe au Sénégal, pour conseiller d'autres personnes qui avaient déjà des fermes au Sénégal, les visiter, trouver un petit lopin de terre et commencer à expérimenter un peu, voir par rapport à ce que nous connaissons, qu'est-ce qui va être le résultat. Parce que la plus grosse difficulté qu'on avait, c'est l'adaptation. On avait des connaissances acquises ailleurs, dans d'autres environnements différents du Sénégal, maintenant qu'il fallait les adapter. Et qui dit adapter, dit de la recherche derrière. Donc c'était pas gagné. Et quand on est venu, on s'est installé, on a trouvé un petit lopin vers Fatick, en tout cas, avec mes associés, on a trouvé un petit lopin. On n'a pas voulu très tôt aller dans le productivisme à grande échelle. On aurait pu se dire, bon, on va aller trouver au moins facilement quelque part dans la zone de 5 millions, un truc comme ça, 10 hectares, 50 hectares. Mais ça, c'était, comme je disais tantôt, minimiser et ne pas respecter l'agriculture dont on fait en face. Parce que l'agriculture, tu ne le respectes pas, ça va te montrer directement les résultats. En fait, tu vas prendre cher. Et donc, c'est pour ce côté, minimiser les risques, qu'on s'est trouvé un petit lopin de terre et qu'on s'est dit, en fait, au début, nous allons expérimenter. Donc, l'expérimentation, elle est tant sur le plan humain, parce qu'aussi, il fallait former des mondes, il fallait trouver des gens en qui tu peux inculquer la vision de l'agriculture que tu avais. Ça, c'est de un. De deux, c'était aussi expérimental parce que c'est une partie dont on ne communique pas beaucoup, mais on fait beaucoup de recherches, nous en tout cas, dans la partie semencière. Et l'objectif, c'était d'arriver à avoir de l'autonomie semencière, surtout dans le maraîchage. Alors, céréales, encore ça, c'est plus tard. Et même dans la partie animale, on avait démarré, mais à un moment donné, on ne pouvait pas être un peu partout. Donc, on a stoppé, on va dire, mis en pause la partie recherche animale, sur en tout cas des races du pays et tout. Et donc on a voulu vraiment se focaliser pour l'instant sur la production végétale. Donc aujourd'hui, le projet Agricen en gros, le vrai projet Agricen en gros qui n'est pas encore mis en place, si on devait dire à quelle échelle on y est, je dirais sur une échelle de 1 à 10, on serait au 2% de l'exécution. C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé vraiment à ce que nous on veut, comme on le veut en tout cas. C'est pour ça qu'on n'est pas très pressé, on avance, on apprend des erreurs, on avance en respectant vraiment, comme je dis, l'agriculture, tu ne le respectes pas, tu vas prendre cher. Les milieux en tout cas, le domaine où on entreprend en tout cas, c'est un monde vivant, il faut que tu le respectes. Et donc c'est comme ça qu'on avance, avec tant de difficultés aussi, que les autres agriculteurs ou bien les autres entrepreneurs y vivent. C'est-à-dire parfois tu peux être confronté à des défis de financement, des défis environnementaux, parfois le contexte, le soleil parfois et tout. Donc tout ça il faut prendre en compte. Un projet est construit mais après il faut le réadapter. Donc c'est là qu'on y est et on essaie tant bien que mal d'abord d'aller vers la maîtrise des facteurs de pollution, des aléas, avant maintenant de passer à une autre étape. Donc le projet il est échelonné sur plusieurs étapes. Et comme on dit, on n'est pas encore très pressé. Alors, on voit que vous avez eu à rencontrer beaucoup de défis, de difficultés, malgré les formations que vous organisez, les séminaires, les activités de consulting pour aider d'autres agriculteurs à mieux décoller. Alors, donc, on se rend compte aussi que dans le monde agricole, on rencontre des manques, beaucoup de manquements. Et récemment, avec le nouveau plan Sénégal 2050, le plan ambitieux de l'État du Sénégal, avec ces 4 axes, dont le premier économie, dans le premier axe, on a le deuxième principal moteur qui est l'agronomie et les industries agroalimentaires. Un programme très riche qui vise à rendre le Sénégal comme étant un pays souverain et une puissance agricole dans le monde d'ici 2050. Quels sont vos commentaires que vous aurez à apporter sur ce programme en tant qu'acteur à part entière du milieu? Alors, j'ai suivi ça avec intérêt en tout cas. Et je vois que, bon, ils veulent
en tout cas, mettre une bonne priorité dans l'agriculture. Et ça se voit que quand ils font le focus sur tout ce qui est coopérative, faire renaître tout ce qui est coopérative, je trouve que c'est une idée pas mal. Déjà, ça aidera beaucoup dans l'organisation du secteur. Parce que les agriculteurs qui sont un peu dans les patelins, chacun dans son côté, ça pourra beaucoup les aider. Alors, et aussi, on peut voir qu'ils misent aussi sur une agriculture assez familiale, mais un peu, on va dire, modernisée. Ça aussi, on peut penser que c'est... je pense que l'agriculture de demain reviendra vers ça. En tout cas, en Europe, ils sont allés jusqu'à buter le mur sur l'agriculture assez productiviste à fond. Et aujourd'hui, ils ont tendance à faire un retour avec tous les types d'agriculture qui naissent aujourd'hui, bio, intégrés, machin, raisonné et tout. On a tendance à revenir un peu en arrière. Donc je me dis qu'en fait, en agriculture, plus l'endroit, la superficie est moindre, plus facile c'est à gérer. Donc c'est dans la politique aujourd'hui. Mais je pense qu'il faudrait qu'une partie que, en tout cas, j'ai trouvé qui n'est pas très... Peut-être qu'ils vont mettre ça dans la partie coopérative. Mais une partie que j'ai trouvé moins mise en avant, c'est la formation des agriculteurs. En tout cas, je ne parle pas des jeunes qui sont dans les écoles, parce qu'eux, ils sont en train déjà d'être formés. Mais ceux qui sont déjà dans le secteur, qui sont analphabètes, la plupart du temps, ils n'ont pas en tout cas fait un cursus français, soit c'est des arabisants ou un truc comme ça, mais qui ne connaissent pas concrètement, si on devait leur donner un document, qui ne peuvent pas l'exploiter, qui ne peuvent pas faire des recherches pour savoir la toxicité de tel produit, etc. Donc cette partie-là, je ne le vois pas beaucoup. Peut-être qu'ils vont mettre en lien avec les coopératives qui vont gérer, en tout cas, et qui dit gestion, dit formation à l'intérieur, mais je pense que cette partie devrait être une partie à part entière. Parce qu'en Europe, pour la petite histoire, tu ne peux pas t'installer sans être diplômé, sans avoir un petit diplôme dans le secteur. Même si tu ne l'avais pas, tu vas le chercher. Pour les jeunes qui avaient leurs parents agriculteurs, ils ne pouvaient pas penser à s'installer sans avoir fait une reconversion et avoir minimum le diplôme le plus bas, en tout cas, un BPREA ou un bac pro. En tout cas, même si tu avais ton diplôme en économie, docteur en économie, tu devras aller passer un diplôme en bac pro ou bien en BPREA ou un truc comme ça en agriculture pour pouvoir penser t'installer. Donc c'est pas qui s'installe qui veut. Donc ça, si on veut concrètement aller dans le productivisme, parce qu'aujourd'hui nos rendements au Sénégal, ils sont vraiment très riquiquis. C'est des rendements qui laissent à rigoler en fait. Moi, je ne sais pas si toute l'Afrique c'est comme ça, mais au Sénégal, nos rendements sont très faibles. On ne les maîtrise pas. Mais pour maîtriser les rendements, il faut que déjà l'acteur principal qui est tout le temps en contact avec la terre ou bien les produits soit quelqu'un qui est vraiment bien formé. Donc la formation. Donc, quand la plupart du temps ils parlent de formation des jeunes qui vont sortir. Mais ces jeunes ne sont pas encore sortis pour s'installer. Et donc il va falloir dealer, il va falloir faire avec ceux qui sont là. Il faut les former. Et les formations, c'est des séminaires, c'est des séminaires de renforcement de capacité. Ils ont des connaissances empiriques, par expérience. Mais cette connaissance-là doit être encadrée et leur dire le pourquoi du comment ils font ça. C'est-à-dire, un agriculteur peut te dire, souvent dans les raisons, quand les premiers pluies commencent à tomber, ils mettent tous des fumiers qu'ils avaient emmagasinés dans etc. et tout, et ils laissent ça comme ça, en pleine terre. Donc forcément, pour que ça puisse être décomposé, ça va être très lent. Parce que même si la pluie tombe dessus, ça va être sec, il n'y aura pas, l'humidité ne va pas rester tout le temps. Pour on va dire des connaissances assez basiques comme ça, ils en prennent pas compte. Tu vois? Donc au lieu parfois après avoir fait cela, essayer de trouver un moyen de soit couvrir cela pour que ça puisse ne pas perdre en humidité ou pour que ça ne puisse pas être trop sec à la fin, parce que pour qu'un corps se décompose, il faut de l'humidité, il faut des bactéries, il faut un cocktail qui va le faire. Donc ces paramètres-là, peut-être qu'ils ne les maîtrisent pas. Ils font une culture, peut-être que parfois l'itinéraire technique qui va suivre derrière, ils ne les maîtrisent pas. Donc c'est le côté où je trouve que le programme-là ne touche pas beaucoup. Peut-être que c'est un programme qui fait allusion aux générations à venir, et qui dit générations à venir dit plutôt les générations qui vont sortir sûrement des écoles et revenir dans ça. Mais avant cela, il y a on va dire cet intervalle qu'il faudra régler. Les agriculteurs qui sont déjà sur place, il faut les former. Très bien même, parce qu'il y en a plein qui en ont besoin. Tant sur les produits pesticides, même pour la petite histoire, un de nos voisins à Fatigue, quand ils traitent, mais ils ne portent pas de masque.
Et un jour, je discutais avec un de mes amis, un directeur de Mboro, je le salue au passage, le directeur Ibrahim Ndao. Il me disait que lui, quand il était technicien à l'époque, quand il venait pour prescrire un traitement de végétaux, les gars lui disaient, ils prescrivaient en tout cas la dose recommandée. Et les agriculteurs lui disaient, ouais, yo, oui, on continue en Wolof parce qu'on parle paysan. Voilà, voilà. Donc du coup, il lui disait, parce que nous, beaucoup de dose parce qu'en fait, il ne connaissait pas la dangerosité des produits. Même si le produit ne t'impacte pas directement, il impacte le sol, l'environnement, les alentours, les enfants, etc. Jusqu'à voilà. Donc eux, ils ne voyaient pas ça. Et ça, ce qui ramène ça, c'est le manque de formation. Ils connaissent, ils ont des connaissances empiriques, mais ces connaissances-là doivent être encadrées. Tu vois, des arbres comme le cadre. Si quelqu'un se permet de couper un arbre comme le cadre, bah, c'est parce que tu ne sais pas que c'est une légumineuse qui apporte de l'azote. Donc des connaissances comme ça, moi je pense que l'État devrait beaucoup trouver des programmes qui vont déjà organiser ces agriculteurs et les former. Si ces deux parties sont maîtrisées, l'accompagnement de l'État va faire que les rendements vont exploser. Mais bon, ils essaient en tout cas. Moi, je trouve que c'est un programme bien ambitieux. On essaiera de voir ce que ça va donner. Et puis, au moins, des programmes, c'est pas ce qui a manqué au Sénégal. Depuis les années 60, il y a toujours des programmes. C'est plutôt dans l'application que ça pose défaut. Des connaisseurs, des doctorants, des gens qui ont fait des grandes choses en tout cas un peu partout en Belgique, comme l'ancien docteur qu'on avait, docteur Sec, l'ancien ministre avant, bon, je crois que durant Macky Sall, le deuxième ministre de l'Agriculture, je crois, Papa Abdoulaye Sek, c'était quelqu'un qui a fait des miracles en tout cas en Belgique et tout, c'est quelqu'un de très connu, mais quand il est arrivé là, donc il n'a pas vraiment pu impulser ce qu'il fallait parce que le bas âge, en fait quand tu veux faire une construction, tu peux faire toutes les constructions, aller jusqu'à R+7 comme tu veux. Mais si ta fondation n'est pas bonne, bah, tôt ou tard, la condition va s'effondrer. Donc, tout l'argent qui va être injecté, les programmes qui vont être faits, si le bas n'est pas assez solide, et la base, c'est les agriculteurs. C'est ça que je pense que, s'il m'avait donné, en tout cas, s'il m'était donné l'occasion d'en parler, ce serait dire que tout commence par là. Tu ne sauras pas ce que tu fais, quoi. Donc ça, tout commence par là. Nous former les, nous savons. Nous organiser les. Nous organiser, nous accompagner les parce que nous ne savons pas. Nous accompagner. C'est-à-dire des conseillers, des techniciens qui vont faire le tour de tous ces... on prend peut-être 5 techniciens qui vont faire le tour dans un village et qui vont tout le temps, sous les semaines extra, faire des tournées, faire de la recherche, impliquer les paysans dans la recherche. Il faut que nous sur l'agriculture. C'est un monde vivant, ça change. Produit que nous devons d'ici 5 ans, beaucoup de choses d'autres amati doole si kii ni nga doon béyee ni nga doon defee gàncax bi ni nga doon waajale sa mbay bi extra di parquer et tout là d'ici quelques années ça ne pourra plus le faire. Aujourd'hui quand le soleil tape les végétaux ils crèvent, ils brûlent limite. Mais c'est parce qu'avec la couche d'ozone qui se dégrade, forcément les UV, les ultraviolets, ils arrivent mais de manière très violente sur les végétaux. Donc il va falloir qu'on commence à former les agriculteurs. En fait, il faut réfléchir autrement. Le soleil, certes, c'est une source d'énergie précieuse dans l'agriculture qu'il faudrait valoriser. L'agriculture pollue beaucoup. Et si on les laisse continuer dans la manière de pratiquer comme ça, on n'est pas sorti des changements climatiques en tout cas. Donc c'est une petite portion en tout cas. Et vu que c'est un nouveau programme, on est en train d'observer, on essaie de voir ce qui est en train d'être fait. C'est ambitieux. Et le côté ferme familiale, ferme en tout cas moyenne, ça c'est un truc que j'aime bien. Ça permettra déjà de maîtriser. Ça n'empêche pas d'avoir des champions, des gens qui vont avoir des très grandes fermes et qui vont impulser une certaine dynamique pour les autres. Mais déjà faire petit, maîtriser une petite partie, former les gens. Moi je mise beaucoup sur ça. Ouais, parce que je sais que c'est une chose qui a beaucoup modifié d'autres types d'agriculture. La production en tout cas d'une personne qui est formée et une personne qui n'est pas formée, on les laisse dans deux exploitations différentes. Certaines données te disent qu'en fait, il y aura même des rendements qui vont dépasser 12%. La différence de rendement peut dépasser 12% entre la personne qui n'est pas formée. Voilà.
Donc le fait de ñu xamloo leen la mooy mbay naka lañ koy defee teg ko ci code ça aide aussi. Donc pour mine de rien 12% voire 15% de différence de rendement ou de productivité. C'est pas rien. Donc il faut régler ça pour pouvoir faire booster notre agriculture. D'après que l'État accompagne. Qu'il accompagne mais pas en laissant les gens tout seuls. En parlant de ça aussi, il y a la partie mécanisation. Aujourd'hui, il y a des universités qui forment des gens en agroéquipement. Mais avant, ça ne se faisait pas beaucoup. Les gens, ils allaient amener des tracteurs adaptés dans une zone. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, si tu pars en Chine, eux, ils ont des tracteurs qui peuvent être adaptés en fonction des montagnes. Parce que c'est très montagneux là-bas. Tu vas en Europe parfois, c'est très humide, extra. C'est des tracteurs qui sont assez costauds pour pouvoir tirer la boue. Mais tu viens ici, nous on a plus ou moins des sables en règle générale et un peu légèrement de la boue. Donc, il nous faudrait des tracteurs adaptés à notre type d'agriculture en fait. Et ces tracteurs-là doivent trouver des gens qui les maîtrisent. Ce qui va nous empêcher de trouver des carcasses de tracteurs qui vont être laissés en rade, subventionnés par l'État et laissés en rade dans certains patelins où tu vas venir trouver un tracteur qui, on te dit, il est en panne pour une pièce depuis plus de 5 ans. Ouais. Elle est où la pièce? On ne l'a pas sur place. Et il n'y a pas le bagage nécessaire? Oui, il n'y a pas le bagage nécessaire pour réparer la pièce. On ne connaissait pas. Et donc, depuis quelques années, les formations, en tout cas les branches agroéquipement commencent à se développer. Mais ces branches-là aussi, il va falloir qu'on les laisse beaucoup de pratique. Parce que j'ai déjà eu en stage un de nos jeunes qui était d'ailleurs qui venait de Kaolack. En stage, il était en agroéquipement. Mais il maîtrisait, bon, c'est ce que je dis encore, on est toujours dans la théorie. Mais très peu dans la pratique. Moi, dans mon cursus, j'ai eu à faire un peu d'agroéquipement. C'est pas une mince affaire. Les machines là, pour les maîtriser, c'est pas gagné. C'était une des matières que je n'aimais pas beaucoup durant mon cursus universitaire. L'agroéquipement, c'était pas facile. Ça nécessite beaucoup de pratique. Ouais, beaucoup de pratique parce que c'est une connaissance très approfondie. Encore, on peut dire que nous, l'agriculture, c'est de la science, mais là, c'est autre chose. J'aimais pas beaucoup l'agroéquipement. Je sais que c'était compliqué. Donc si aujourd'hui on ne met pas ça aussi en avant, voilà. Donc eux ils prônent l'autonomie, faire tout par nous-mêmes, aller vers une autosuffisance. Il faut qu'ils gèrent ça, l'information, l'accompagnement, l'organisation. Et après cela maintenant, on va voir ce qui va suivre plus tard. Et aussi essayer de trouver beaucoup de données. Parce que au Sénégal, on sait. Parce qu'ils ont aussi, on a aussi dévoilé les NTIC, les technologies de l'information, la modernisation de l'agriculture qui va forcément passer par des NTIC et l'utilisation des données de retour. Tout à fait. L'utilisation de. Ouais, avoir des retours de données, des bases de données, parce qu'en fait, vu que c'est une science, en tout cas le monde aujourd'hui, le monde où l'on vit, c'est un monde de données. Et qui dit données dit plutôt tout ce qui est en rapport avec l'éthique. Donc pour la petite histoire, moi j'ai été un agronome pure souche, mais pour une personne qui me connaît, c'est que je suis très dans les démarches TIC. Tout ce qui est outils d'aide à la décision, tout ce qui est des petites technologies qui vont être plus précises parce que l'être humain, certes moi je pourrais regarder mon végétaux et dire ouais, vu les feuilles, comment ils sont comme ça, peut-être c'est une carence de phosphore. Mais une sonde qui est paramétrée et préparée pour que si je la plonge dans le sol, qui me dise exactement ce qu'il y a sur le sol, c'est pas pareil. Donc forcément, il faut aller vers ça, les TIC. Et ces TIC-là vont nous permettre d'avoir une agriculture plus numérisée. Et quand c'est numérisé, comme par exemple cette année, comment ils ont fait? Ils ont voulu, les distributions de l'engrais, ils ont voulu mettre les gendarmes, en tout cas, pour distribuer l'engrais. Mais ces gendarmes, ils pouvaient être remplacés par des badges numériques et une cartographie de toutes les exploitations au Sénégal. Et on saura qui a pris de l'engrais, quelle quantité. Et qui a fait tel rendement et comment il a pu faire. Tu vois, avec les techniciens qui vont tourner autour. Donc on aura des données qui vont remonter. Mais aujourd'hui, un agriculteur peut faire 100 tonnes. Bon, 100 tonnes, j'en ai jamais connu. Je sais juste pour dire, quelqu'un qui te fait peut-être 30 tonnes. Et l'autre, il fait 15 tonnes. L'autre, il arrive à faire peut-être, il arrive à pousser jusqu'à 60 tonnes. Mais celui qui fait 60 tonnes, on n'aura jamais ces données qui vont remonter pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il a fait, quel itinéraire il a pu mettre en place jusqu'à arriver là. Donc les données, c'est quelque chose qu'il faudra beaucoup miser. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir si on est en train d'avancer ou si on tourne encore comme une bille sur place.
Parce que faire de l'investissement, mettre les moyens, mais si on se rend compte en fait que ça n'évolue pas, ça ne sert à rien. Il faut qu'on arrive à avoir des données qui partent de la base vers le haut. Et ça aussi, c'est les agriculteurs formés. Ça revient toujours ça. C'est eux qui vont dire en fait aujourd'hui, ils vont avoir l'automatisme en disant aujourd'hui j'ai traité à une dose de 10 litres ou bien 2 litres par hectare, tel produit, tel jour. Et il y avait ça comme météo, etc. Et ces données-là vont être remontées. Et tous ceux qui sont dans l'agrotique, voilà, ils vont pouvoir exploiter ces données et en faire des prospections et voir que sur telle période, ou bien la campagne-là, il y avait eu tant de millimètres de pluie, il y avait eu des vents dominants qui étaient ça, et les agriculteurs ont fait respecter tel itinéraire, tel jour ils ont traité machin, et on s'est rendu compte que les rendements sont sortis de l'autre côté. On a eu tel rendement, c'est de la science en fait, que ce soit l'agrotique, etc. Donc aujourd'hui, à mon avis en tout cas, l'agriculture de demain ne peut pas aller sans l'éthique. Moi je pars sur ce principe. En tout cas l'agriculture dont on veut, si c'est de l'agriculture en tout cas potagère, une petit jardin, etc., faire quelques salades, ça va, on n'a pas besoin de donner dans ça. Mais si on veut de l'agriculture à grande échelle, pour productiviste, atteindre la souveraineté alimentaire, obligé. Il faut mettre une bonne place dans l'éthique. De la même manière que tu faudras essayer de trouver des ingénieurs agronomes qui vont maîtriser aussi ces éthiques, ou bien les mettre en rapport avec des gens qui sont un peu dans l'agrotique et pouvoir allier les deux. Sinon, ce ne sera pas terrible. Parce qu'en Europe, ils ont fait ça. En Europe, ils ont fait ça. En Inde, partout où j'ai été, on voit qu'il y a une bonne place de l'agronomie en tant que science pure et dure, mais il y a une bonne place de l'intelligence artificielle, d'éthique, des outils de télécommunication, de prise de décision, etc. et tout, qui font les deux, et c'est ça qui donne un résultat bouleversant en fait. Voilà. Bien sûr, l'agriculture est un monde transversal où on peut retrouver tout, énormément de branches scientifiques. C'est ça. Alors aujourd'hui, de plus en plus, on voit des jeunes ambitieux qui veulent entreprendre dans l'agriculture, des nouveaux agripreneurs. Il y en a de plus en plus qui aussi font comme vous aujourd'hui, qui sont sur des plateformes, qui font un travail qui est à encourager. Oui. Quels sont les conseils que vous aurez à donner à ces jeunes-là? Alors, le premier conseil, ça reviendra toujours ça. Moi, je suis assez dans l'orthodoxie. Organisez-vous. Organisez-vous déjà parce que si vous n'êtes pas organisé, vous êtes voué à disparaître. Parce que pour l'expérience que j'ai eu à avoir, déjà nous dans notre ferme, on avait une petite expérience. On était venus, on a essayé de construire une stratégie sur le marché parce qu'on nous disait ouais le marché. Je dis bon oui le marché d'accord, mais c'est des personnes qui sont là. Il faut réfléchir, construire une bonne stratégie. On a construit une très bonne stratégie pour avoir une avance sur le marché de quasi presque 1 mois, 15 jours, 45 jours. On pouvait produire, vendre tous nos produits et aller se coucher. Pendant 1 mois, 15 jours, les autres n'auront pas produit. C'était pour éviter de télescopage avec les produits qui vont sortir. On était à l'aise, mais sauf que cerise sur le gâteau, la seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'était qu'on ne connaissait pas les agriculteurs de la zone. Et personne ne nous a averti qu'il y avait des familles de lièvres qui traversaient parfois dans les champs. On ne savait pas. Nous, on a fait nos clôtures. Ouais, et ils sont venus tout pris. Donc ça c'est une petite histoire. C'est deux fois rien. Mais des personnes ont eu pire parce qu'ils ne se sont pas organisés. Parce que quand vous n'êtes pas organisé, l'information passe mal. Et vous êtes moins en bloc. Et organisez-vous aussi parce que ce sera plus simple quand ils sont organisés de les former. Mais de s'organiser parce que aussi, dans l'organisation, ils peuvent se spécialiser. C'est-à-dire chacun peut se spécialiser dans une organisation. Un agriculteur peut être bien en agriculture céréalière, l'autre peut être bien en maraîchère, etc. Et c'est ça qui va faire que ça va faire une bonne fusion. Organisez-vous aussi parce que, pour un truc bête, aujourd'hui un tracteur peut coûter très cher pour une seule exploitation. Alors que l'utilisation dont tu vas en faire ne sera pas énorme. Mais s'ils s'organisent en cumant par exemple, ils peuvent acheter un tracteur pour peut-être 5 à 10 personnes. Donc ces entrepreneurs qui vont mettre de l'argent, ils ne vont pas pouvoir acheter tous un tracteur. Ou bien ce sera compliqué, ça ne servira à rien. Mais un tracteur peut être acheté pour 10 personnes. Et s'ils s'organisent, ils peuvent acheter un tracteur et ce tracteur va pouvoir faire les fermes. Maintenant, il faut de l'organisation pour savoir comment gérer le tracteur, etc., la mécanisation, tout ce qui est bricolage quand il y a un petit pépin et tout. Donc c'est de l'organisation. Autre chose, c'est qu'il ne faudrait pas encore de l'organisation pour le marché.
c'est là où j'ai fini peut-être pour l'organisation, qui s'organisent parce que le marché les attend. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas dans le milieu agricole, ont du problème pour vendre à un prix correctement bien. Donc la plupart du temps, c'est le marché qui dicte sa loi. Donc s'ils ne sont pas organisés, les produits venus d'ailleurs vont les étouffer. Les bananes du marché vont les étouffer. Les gens qui font un peu du commerce business rapidement, ils vont les étouffer. Donc s'ils s'organisent, ils peuvent en un moment donné négocier en position de force. Il n'y a que ça. Et ça aussi, les coopératives, c'est là où je salue en tout cas l'idée du gouvernement actuel. Les coopératives peuvent aider aux producteurs. Parce que moi, je suis pour l'idée qu'un agriculteur, il réfléchisse de toutes ses forces pour produire bien, correctement jusqu'au bout. Mais si on veut encore lui imposer l'idée de beaucoup réfléchir pour comment vendre, ça devient compliqué. Donc si on lui dit que toi tu t'occupes de produire, nous on va récupérer ta production, on va s'occuper de la vente, comment il faut, ça c'est top, mais qui s'organise. Autre chose, on est dans un pays où les gens copient beaucoup. Le sorti en borom. Donc l'autre conseil que je vais donner, c'est beaucoup innover. Madame, innovation, il faut tracer. Parce que quand tu ramènes aujourd'hui une semence, l'histoire, qui produit tant, quelqu'un va tout faire pour avoir cette semence. Ou bien quand tu proposes un produit, un jus, par exemple pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, une transformation d'un certain bissap ou d'une tomate extra, directement, les Sénégalais nous créent, mais moi, de réparer. Et qui dit réparer, madame, si les gens sont connus def dara. Madame, si tu fais quelque chose de bien, ils vont aussitôt copier ça et s'en aller. Il n'y a pas de droit d'auteur, etc. Maintenant, si tu ne n'innoves pas, à chaque fois tu vas proposer le même prix que le marché. Ou bien tu proposes cette année le prix d'un produit. Il est top, mieux pouvoir si. Demain, quelqu'un qui propose le même produit, peut-être même casser tes prix. Voilà. Donc si tu n'innoves pas, tu vas disparaître. Donc en tout cas, le maître mot, c'est ça. Qu'ils s'organisent, qu'ils innovent et qu'ils aient beaucoup de courage. Je dis ça peut faire peur, mais il faut avoir beaucoup de courage pour continuer à vivre son rêve, sa passion entrepreneuriale ou bien agripreneuriale surtout. Ouais. Donc ces trois-là, c'est les maîtres mots que je les conseille. Qui s'organisent, connectent dans son coin, qu'ils s'organisent, qu'ils innovent beaucoup, mais qu'ils aient beaucoup de courage. Et normalement, ça devra le faire. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Nous arrivons à la fin de l'interview. Ouais. Bon, je vais vous laisser donner votre mot de la fin. Ouais. Alors, donc le mot de la fin, c'est déjà te remercier Abibatou. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est une personne qui travaille dans la structure Agricen et que j'ai eu à travailler pendant au moins quelques mois. Et j'ai vu beaucoup de potentiel par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qu'il faisait de l'agriculture, en tout cas sa formation actuelle, et une personne très disponible donc, et qui est très autonome. Donc, parce que dans la manière de faire, je teste toujours les personnes, tu vois, durant les derniers moments de ton stage, je te laissais beaucoup en autonomie. C'est parce que si je laisse personne en autonomie, si je n'ai pas confiance en cette personne. Donc c'est parce que j'avais déjà confiance en toi et je voyais que tu prenais bien de l'autonomie. Il suffisait qu'on t'explique un truc, tu pouvais le faire tranquillement tout seul. Et là, je t'étais reposé. Donc c'est ça qu'on cherche demain pour des salariés ou bien des entrepreneurs. C'est des gens qui vont être dans l'autonomie. Pas tout le temps des gens qu'on va biberonner pour leur dire ce qu'il faut faire tout le temps. Beaucoup de motivation que j'ai vu en toi. Et malgré voilà, les aléas de la vie, il faut toujours rester focus si tu veux, en tout cas dans tes projets. Peu importe, je pense que tu n'auras pas beaucoup de difficultés. Et en dernière fin, en tout cas, je te remercie aussi pour cet entretien que tu m'as accordé. Et bon, espérons que l'agriculture sénégalaise, en tout cas, telle que j'ai toujours rêvé, sera quelque chose demain qui va être parmi les agricultures intelligentes. Pas une agriculture pas réfléchie, une agriculture intelligente qui pourra nous permettre de nous nourrir correctement, de gagner notre vie correctement, mais préserver l'environnement pour les générations qui viendront aussi. Voilà, c'était ça les mots de la fin. Alors, nous vous remercions, M. Abdelaziz Diémé aussi, de nous avoir accordé cette interview qui était très riche, un échange très riche, je pense qu'il va être utile à beaucoup de gens. Et bon, nous remercions les téléspectateurs de Agricen et on se dit à très vite, à très bientôt pour d'autres contenus encore plus intéressants et pour une agriculture intelligente au Sénégal et atteindre la souveraineté
qu'on veut atteindre d'ici 2050. Très bon visionnage à vous et prenez soin de vous. Merci.